5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet, ravi de vous retrouver, c'est l'Afterlap, le podcast du sport auto, avec un nouvel épisode bien évidemment consacré au Grand Prix d'Émilie-Romagne, la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Alors ça a été un Grand Prix évidemment palpitant, je crois qu'on est tous d'accord. Alors il y a plusieurs raisons à cela, il y a certains Grands Prix où il se passe plus de choses que d'autres, ça c'est sûr, donc c'est tombé sur cette course, tant mieux pour Imola et pour l'Émilie-Romagne. Malgré tout, vous me ferez pas croire que la nature de ce circuit ne contribue pas également à proposer un spectacle qui sort un petit peu de l'ordinaire. Bah oui, on est d'accord, c'est pas un circuit formaté moderne, c'est pas un circuit très large, c'est pas un circuit avec des dégagements à n'en plus finir où on peut tout faire. Bah oui, c'est un circuit à l'ancienne, comme on dit. Et comme par hasard, c'est souvent là qu'on voit des courses qui sont un petit peu plus animées et qui sont un petit peu plus spectaculaires parce que la notion de risque, de danger peut-être, elle est plus présente que sur des pistes plus modernes. Donc comme par hasard, ça joue souvent et ça a été le cas lors de cette deuxième manche de la saison. Et puis je rajouterai la météo. C'est le cas classique, quand il y a une averse, une pluie qui commence juste avant le départ, ça brouille les cartes et forcément ça va induire beaucoup de suspense. Et quand la pluie même continue un petit peu et que même si on voit que ça s'assèche, qu'il y a encore un grand choix à faire au niveau du choix des pneus, justement, oui, ça complique la donne. Et donc on a eu à peu près tous ces ingrédients pour nous offrir un Grand Prix où effectivement on ne s'est pas ennuyé et qui a même été interrompu au drapeau rouge. On va en reparler d'ici quelques instants. Alors je vais essayer... Je suis tout seul cette semaine, mais vous serez d'accord que je vais essayer de passer un petit peu en revue tout le monde. Et puis, je vais vous donner un petit peu mes avis perso sur les actions un peu spectaculaires là aussi qu'on a vues. Et je précise tout de suite que durant la semaine, je compléterai tout ça avec notre ami Maxime Potard, donc pour un nouveau numéro de Green White Checkered, qui est notre talk audio et vidéo avec Maxime et sa chaîne YouTube Maxou le pilote, qu'on fait globalement tous les 15 jours, donc ça tombe bien cette semaine. On reviendra en détail sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, on abordera également l'IndyCar avec la première course de la saison à Barber, qui est le championnat là aussi qui va être très intéressant à suivre cette année, puis on reviendra sur les courses de Formula E, de Supercars, de GT World, enfin bref, il y aura plein de choses dans Green White Checkered. Mais en tout cas, pour l'Afterlap et pour le podcast du sport auto, on reprend les choses un petit peu dans l'ordre. Donc la victoire de Verstappen. Bon, moi je vous le dis franchement, on pensait que Verstappen allait enchaîner avec une deuxième pole consécutive après Bahreïn, ça n'a pas été le cas, mais lorsque j'ai vu en prenant l'antenne et que évidemment il y avait ces conditions météo plus que mitigées à Imola, je vous cache pas, honnêtement j'aurais pu le tweeter de manière officielle que c'était évidemment un Grand Prix fait pour Verstappen. C'est vrai que maintenant on a tendance à penser que dès qu'il y a un peu une notion de pluie ou d'humidité, c'est pour Verstappen. On n'a pas été déçus, c'est pour Verstappen ou Hamilton qui sont franchement les deux meilleur dans ces conditions, nous semble-t-il. Bon, voilà. Donc dès le départ, dès les premiers mètres, quand on a vu Verstappen qui a été capable de s'immiscer dans un trou de souris pour se mettre à la hauteur d'Hamilton et prendre le meilleur, en quelque sorte la messe était dite. Et moi j'ai toujours honnêtement cru que ce Grand Prix serait bien remporté par Max Verstappen avant même le départ et encore plus juste après le départ. Franchement, je ne mens pas. Donc il a tenu bon. Alors juste à propos de cette petite passe d'armes du premier virage, quand effectivement il ne fait rien pour laisser une place, on va dire, un peu suffisante à Hamilton. Bon, là, je crois quand même qu'on va éviter les polémiques, parce que je crois qu'Hamilton l'a aussi fait suffisamment, ce genre de manœuvre, notamment face à Nico Rosberg, pour que là, on n'ait pas envie de pleurer face à Hamilton. C'est sûr que, c'était un petit peu hard de la part de Verstappen, c'était bien pour protéger sa position. Bon, de là à pleurer de la part d'Hamilton, je crois que fallait pas non plus. Et d'ailleurs, la direction de course, n'a pu rien dire, c'était pas possible. Bon, donc voilà. Alors Verstappen, vainqueur, j'ai envie de dire, le problème est réglé, il était le plus fort et le vrai duel semble vraiment être parti pour cette saison face à Hamilton. Alors Hamilton, son Grand Prix paradoxal quand même, parce qu'évidemment la pole position elle est magnifique, ensuite il tient bien sa place, mais enfin il est derrière Verstappen, et puis donc il y a cette histoire de sortie de piste en voulant doubler Russell, et puis c'est ce tout droit où il se plante
touille, et j'ai envie de dire dans un premier temps en voulant repartir et en accrochant la barrière, puis la marche arrière, ça semble interminable, et c'est interminable d'ailleurs. À l'échelle de la Formule 1, les 30 secondes là, qui s'égrènent, c'est vrai que ça, on a le sentiment que ça y est, la course elle est fichue pour lui. Mais encore une fois, un petit peu sauvé par le gong ou par les circonstances, Hamilton donc bénéficie d'une neutralisation, on va dire ça, à ce moment-là, et donc ça lui permet de limiter la casse et de n'être que finalement 9e au moment où tout va repartir. Bon, alors ça c'est la marque des grands champions qui ont le petit coup de pouce du destin, ça on le sait. Maintenant, j'ai envie de dire bravo à Hamilton quand même, hein. Parce qu'il y a la patience, il y a le fait de faire une manœuvre pas évidente, il n'arrive pas à enclencher la marche arrière, il l'a dit après, et puis ensuite, même si les circonstances sont globalement favorables, après avoir été défavorables, il a remonté tranquillement mais sûrement, avec quand même quelques beaux dépassements faits, hein, pour revenir jusqu'à la 2e place. Donc c'est vrai, on a encore le constat que un pilote comme Hamilton au volant d'une Mercedes, oui, quoi qu'il arrive, il est sur le podium à quoi qu'il arrive, oui, voilà, c'est ça que ça veut dire. Même s'il sort, même s'il fait un tête à queue, même s'il met 30 secondes pour remettre une marche arrière, il va terminer quand même sur le podium. Mais bon, encore fallait-il le faire. Et donc, bravo à Hamilton qui est remonté 2e, et ce qui nous offre effectivement une perspective assez fabuleuse pour le championnat, avec la perspective justement d'un super duel, d'un vrai duel entre Hamilton et Verstappen qui déjà se détachent. Et à mon avis, c'est pas par hasard. Voilà, les deux ténors sont vraiment maintenant face à face, et c'est ce qu'on attendait quand même depuis quelques années pour cette bataille pour le titre. Ça veut donc dire que les deux coéquipiers de nos deux champions ont connu des fortunes diverses. Alors je vais revenir évidemment dans quelques instants sur l'accident Bottas-Russell. Je parle quand même de Pérez. Alors Pérez, là aussi, comme souvent avec lui, on a le sentiment que tout est fichu parce qu'il a une pénalité, alors que j'ai trouvé très dure. Alors je vous avoue qu'au moment où je vous parle, j'ai pas relu toutes les justifications de cette pénalité, mais enfin bon, il part en aquaplaning, il se remet à sa position, moi ça m'a semblé normal, attendu, et puis on apprend qu'il est pénalisé de 10 secondes à son prochain arrêt au stand, ce qui lui fiche tout en l'air, effectivement. Mais malgré tout, il était quand même parti pour signer une belle place, et donc ça n'a pas été possible. Tout a été gâché pour Pérez, avec une sortie au moment du restart, hein, qui là lui coûte très très cher. Donc là c'est vraiment dommage, parce qu'il pouvait nous faire vraiment une course à la Pérez et marquer de super gros points et très précieux pour son équipe. Et là il y a effectivement cette erreur qui coûte cher au niveau moral, au niveau comptable. Et là il est un petit peu descendu de son piédestal, effectivement, Sergio Pérez. Mais malgré tout, on a quand même tendance à penser que c'est le meilleur deuxième pilote pour Red Bull derrière Verstappen qui pouvait être sur le marché. Donc il y a quand même encore de belles choses à voir et à venir, surtout que donc en qualif, il avait fait une super qualif et c'est bien lui qui était sur la première ligne. Voilà. Alors on en vient maintenant à l'autre coéquipier, en l'occurrence celui de Lewis Hamilton. Il s'agit bien sûr de Valtteri Bottas. Alors Bottas, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire d'abord qu'il était aux fraises, si vous me passez l'expression, complètement largué, très loin sur la grille, transparent en début de course, et qui donc, au moment de ce fameux accident avec George Russell, en est à un point où il doit se défendre ou résister à une attaque d'une Williams. Bon, donc là, effectivement, quand on est un pilote Mercedes, on peut pas dire que ce soit très glorieux. Donc, effectivement, la prestation d'ensemble de Valtteri Bottas sur l'ensemble du week-end, elle est au mieux ratée, au pire très inquiétante. Mais effectivement, une fois de plus, ce sont toujours les fameux doutes qu'on a un petit peu sur Bottas, qui a du mal à élever son niveau de jeu, si on veut résumer. Alors, dans l'accident pur, qu'est-ce que moi je peux vous dire ? Parce qu'évidemment, c'est le genre de manœuvre ou d'accident qui est assez clivant et qui fait que la moitié des gens pensent que l'un est totalement responsable et la moitié, c'est l'autre. Bon, donc moi, je ne vais pas aller jusque-là. Peut-être mon aspect un petit peu souvent d'analyste en voulant un peu aborder tout et essayer de tout maîtriser. Je pense sincèrement que Russell n'a pas d'autre choix que d'attaquer Bottas, oui, donc ça c'est sûr, parce qu'il est à la porte des points, voire même déjà dedans, qu'il a le rythme, qu'il a le DRS, et qu'on voit Bottas effectivement qui est complètement naufragé devant lui, et il aurait tort de se priver, donc ça on est bien d'accord. Bottas, faut être honnête les amis, évidemment qu'il va pas complètement faciliter la tâche de son adversaire. Enfin, à un moment donné, il faut pas non plus être naïf ou angélique. Donc Bottas, j'aurais tendance à dire oui, qu'il fait un petit coup de pute, si vous me pardonnez là encore l'expression, à Russell, en abordant le virage avec une légère trajectoire qui fait qu'effectivement il va globalement sur la droite. Bon.
Est-ce que c'est un attentat de la part de Bottas ? Non, je le dis sincèrement. Est-ce que Russell ne devait pas attaquer ? Non. Est-ce que Russell, du coup, ne met pas lui-même un petit coup de volant et met les deux roues dans l'herbe qui, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui provoque l'accident. C'est bien le fait que Russell perde le contrôle de sa Williams. La réponse, elle est oui, mais là aussi, vous allez me dire, c'est parce que Bottas le jette dans l'herbe. Bah non, je crois pas quand même. Donc, c'est un accident de course. Voilà, on en vient à cette même conclusion. Je n'ai rien contre Bottas, je n'ai rien contre Russell. Quand je suis critique avec Bottas, je le suis parce qu'il est pilote Mercedes, mais c'est pas pour ça que je ne voudrais pas défendre ce pilote parfois. Bon, et Russell, on sait très bien que c'est un jeune loup qui a fait un travail fabuleux l'année dernière lorsqu'il a remplacé Hamilton chez Mercedes. Je l'ai suffisamment dit et défendu. Mais là, effectivement, il est quand même un petit peu loin et Bottas reste, quoi qu'il arrive, à l'intérieur, ou Bottas resterait ou restera à l'intérieur par rapport au prochain virage. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. D'accord, il y a un petit mouvement qui fait que Bottas va vers la droite, et c'est en ça que je dis que Bottas, oui, n'a rien fait pour faciliter la tâche de Russell. Mais en même temps, il ne le met pas dans l'herbe, et en même temps, quoi qu'il arrive, il restait à l'intérieur. Et Russell, je crois, n'aurait pas eu le loisir de doubler complètement Bottas pour lui passer devant au virage. Donc, effectivement, lorsqu'aucun des deux ne veut lâcher, ça fait des étincelles, et ça a fait. Donc oui, petit coup sans pitié de la part de Bottas, et petit quand même illumination un peu naïve de la part de Russell qui croit que Bottas globalement va le laisser passer. C'est pas possible. Alors après, oui, il y a de la fureur, il y a un coup de sang, il y a Russell qui va parler à Bottas. Là, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il aille comme ça l'engueuler ou voire même un peu le taper, sur le côté. Je pensais pas que Bottas allait faire un doigt non plus à Russell, c'est pas très classe, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, allez, je vais dire accident de course, peut-être 55-45 en défaveur de Bottas. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Mais un peu de naïveté quand même de la part de Russell. Et quand après Russell dit qu'il aurait pas fait ça, Bottas avec un autre pilote, sous-entendu parce que moi c'est peut-être moi qui vais prendre sa place. Bon, ouais, ça joue peut-être. Je dis pas, je connais pas assez les coulisses de la F1 pour savoir qu'il n'y a pas beaucoup de cynisme ou d'arrière-pensée. Mais bon, ça me semble un petit peu exagéré quand même. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça nous a fait frémir et c'est bien la preuve une fois de plus que ce circuit d'Imola et que cette portion dite de Tamburello, oui, c'est vrai qu'elle est un peu maudite quand même et qu'à chaque fois on a un peu peur quand même. Mais bon, c'est sûr que ça a bien animé le Grand Prix et ça nous fait parler, et j'en reparlerai forcément avec Maxime. Peut-être que Maxime aura un avis complètement opposé au mien, donc ça sera amusant à regarder. Vous pourrez voir ça bien sûr sur nos chaînes YouTube respectives, l'Afterlap ou Maxou le pilote. Après, si on passe en revue les autres performances, moi j'ai évidemment, comme tout le monde, je dis fabuleux Norris. C'est vrai qu'il a semblé à l'aise depuis le début du week-end. Il a tenu bon, il fait podium, et ce petit jeune anglais dont je suis fan, tout le monde le sait aussi, est exceptionnel. Il apporte vraiment un vent de fraîcheur et maintenant une solidité qui semble vraiment assez impressionnante. Donc moi, à un moment donné, je pensais qu'il pouvait peut-être aller faire encore mieux dans ce Grand Prix. Mais en tout cas, voilà, super Norris. Une fois qu'il a doublé Ricciardo, il a fallu pour ça que l'équipe le dise, mais c'est vrai que là, on est obligé de dire que c'était la bonne décision. Il était seul au monde dans son équipe, et même si Ricciardo arrache une belle 6e place, il n'a pas existé face à Norris, qui est donc 3e au championnat et qui se positionne très bien. Superbe performance d'ensemble de Ferrari, bravo, on est content. Évidemment, à Imola, on a toujours le souhait que Ferrari soit pas au fond du trou. Ça n'a pas été le cas, avec un Leclerc là aussi très solide durant tout le week-end et qui au final termine 4, qui a été là, qui n'a pas fait une erreur et qui donc a un résultat très mérité. Sainz, ça a été un petit peu les montagnes russes, ça a été un peu le yo-yo, ses performances. Ça a été moyen en qualif, puis en début de course ça n'a pas été terrible, puis finalement il est revenu, puis au final il fait 5, donc voilà. Allez, on va dire qu'il continue de s'acclimater à sa nouvelle équipe, mais c'est vrai que ça apparaît un petit peu moins force tranquille que Charles Leclerc, mais c'est vrai que là ce sont des points très précieux dont Ferrari ne peut pas se priver, donc c'est une performance d'ensemble très appréciable et qui certainement va booster un petit peu Ferrari, ce qui ne pourra être que bien par rapport à la Formule 1 en général, ça c'est vrai. On voudra signaler aussi la très belle 7e place de Pierre Gasly, qui ne s'est pas affolé malgré un début de course catastrophique avec manifestement un mauvais choix de pneus
Mais il a tenu bon, et Pierre a tenu bon aussi la maison AlphaTauri, hein, donc là aussi par rapport à Tsunoda qui aurait pu en fin de compte arracher 1 ou 2 points mais qui finalement a été pénalisé. Bon, heureusement que Pierre Gasly était là, donc là aussi au niveau du moral, de son statut dans l'équipe, de son positionnement global dans l'échiquier de la Formule 1, c'est un excellent résultat pour Pierre Gasly. Pour Alpine, côté force française, alors évidemment on sauve les meubles avec 2 points, enfin deux pilotes dans les points, 9e et 10e, hein, Ocon et Alonso, donc on va dire c'est toujours ça de prix, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que la performance globale sur l'ensemble du week-end de nos Alpine Boys et de l'équipe Alpine a été plus que moyenne, donc c'est un gros bof quand même, et un petit peu inquiétant quand même de la part d'Alpine sur tout le week-end. On attendra de voir, la saison ne fait que commencer, on n'est qu'au 2e Grand Prix, c'est évident, mais c'est vrai que derrière les 2 grandes équipes, McLaren s'est positionné, Ferrari est bien, AlphaTauri semble avoir des coups à jouer, et Alpine est derrière, incontestablement, plus au niveau d'Alfa Romeo et même d'Aston Martin. Alors Aston Martin, c'est toujours la même chose. Il y a un Stroll qui est relativement épargné, qui est pas mal. Il fait 8, il aurait peut-être pu espérer mieux, 7, il a été aussi pénalisé. Mais enfin bon, heureusement qu'il est là. Là, bravo à Lance Stroll, avec des conditions difficiles, où c'est vrai qu'il a toujours semblé, lui, être pas mal dans ces conditions difficiles, humides. Quant à Vettel, le calvaire continue. Alors là, on ne peut pas lui reprocher directement grand-chose d'un point de vue personnel, si ce n'est que qualif pas terrible. Début de course, évidemment, il part des stands, il n'est pas aidé, il y a une pénalité qui tombe, là aussi, qui est peut-être un peu dure. Mais enfin, jamais il nous donne l'occasion et l'illusion de dire qu'il va apporter quelque chose et qu'il va surnager. Et au final, c'est une misérable 15e place. Donc là, oui, on ne peut pas taper directement sur Sébastien Vettel, mais enfin bon, on ne peut que constater que ça continue dans la série malédiction de la part du pilote allemand et on en est bien désolé. Et Latifi, je voulais dire que c'était pas mal ce qu'il avait fait, Latifi, mais c'est vrai quand il revient en piste, là pour le coup Mazepin, on pouvait penser, si on revoit la caméra embarquée, que Latifi revient un petit peu à la hussarde sur la piste et que Mazepin sur la Saint-Lancé allait passer. Et c'est vrai que Latifi nous donne un petit coup de volant, ce qui fait que même si Mazepin, on n'est pas le premier comme beaucoup à pas vouloir trop le défendre, là sur ce coup-là, il était quand même pas complètement coupable, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, écoutez, je vais pas rester beaucoup plus longtemps, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Notre consultant F1 Tristan Gomandi a été excusé parce qu'il était du côté de Barcelone en European Le Mans Series pour l'ouverture de la saison. Moi la semaine prochaine je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode qui sera consacré au WRC avec le rallye de Croatie qui a lieu en fin de semaine et pour l'occasion on retrouvera bien cette fois-ci le consultant de l'Afterlap, notre ami Guillaume Lafay qui viendra discuter avec nous de tout ce qui se sera passé en Croatie. Voilà donc pour le programme de la semaine et de la semaine prochaine. J'espère que vous vous portez toujours bien au niveau de la santé en ces temps difficiles, toujours avec la passion du sport auto chevillé au corps, ça je n'en doute pas. Portez-vous bien donc, salut à tous et à très bientôt donc pour la suite de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Tiens oui, juste pour finir, en fin de semaine je mettrai un épisode qu'on a réalisé avec nos amis de Auto Histo et de Road Story, François Bouet qui nous a organisé une petite rencontre avec l'ami Pat Béard et avec Pat et François, donc on a discuté un petit peu en mode nostalgie et en mode souvenir de l'époque Ligier, de la relation Jacques Lafitte, Guy Ligier, des grandes époques Ligier, voilà donc une petite discussion là aussi audio et vidéo et je vous posterai ça directement sur le site de l'Afterlab, voilà qui va donc bien nous occuper durant la semaine jusqu'au prochain épisode. Allez, salut à tous, à très bientôt.